La littérature africaine est aussi au-delà de ces écrits qui ont l'habitude de vous servir des cantiques et puis des contes. C'est aussi celle qui est capable de coupler le suspense à la culture et le tout dans une situation spatiale incroyablement exacte, sans oublier bien sûr les mots qui sont utilisés, qui sied parfaitement au contexte actuel. Eh bien, celui que nous recevons ce soir dans Bibliothèque d'Afrique est aussi capable d'allier le tout ensemble, et avec lui bien sûr on fera le tour de ces quelques œuvres. Il est d'ailleurs auteur de 4 ouvrages, parmi lesquels Derrière le sourire du masque. On en parle avec lui, vous l'avez peut-être compris, Joseph Mbarga est l'invité de Bibliothèque d'Afrique ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur For You Télévision et l'émission Bibliothèque d'Afrique s'installe derrière vos écrans. Nous sommes avec l'auteur Joseph Mbarga qui lui est auteur de 4 ouvrages et avec lui on parlera de l'un d'entre eux, d'ailleurs le dernier en date de novembre 2021, le titre Derrière le sourire du masque. Certainement il vous évoque quelque chose de particulier, et bien il nous donnera beaucoup plus d'informations par rapport, puisqu'il est avec nous. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Cassandra Bégoudé et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Bibliothèque d'Afrique. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir dans le cadre de cette émission Bibliothèque d'Afrique, et avec vous on parle de vos quelques ouvrages, mais surtout du dernier pour commencer, dans lequel on retrouve des concepts assez modernes comme WhatsApp, Facebook, Instagram, Pinterest ou alors LinkedIn. Peut-être avant que de faire un résumé de ce livre, parler de cette particularité moderne à l'intérieur. D'abord, merci pour l'invitation, donc je suis très content d'être là, d'échanger avec vous et donc avec vos téléspectateurs. Alors, pourquoi, on va dire, cet univers moderne dans le roman? Dans le thriller Derrière le sourire du masque, en fait, il y a 2 univers. Un univers qu'on pourrait qualifié de traditionnel, c'est celui donc des objets d'art ou des objets de culte, et cet univers s'entrelace effectivement avec l'univers tech, donc technologie, et des réseaux sociaux, social media. L'univers tech et social media auquel vous faites allusion est en réalité celui des principaux personnages, Daniel Mola et Halima, sur lesquels on reviendra sans doute plus tard. Donc c'est tout à fait naturel. Daniel Mola est ce qu'on appelle un rédacteur web. Donc c'est tout à fait normal qu'il utilise les outils modernes. Okay. Ceux qu'il utilise au quotidien. Au quotidien. Halima est une développeuse. Donc elle également, elle baigne complètement dans cet univers. Que ce soit Mola ou Halima, l'un et l'autre vont travailler pour un site web. Et au cours de ce travail, c'est tout à fait normal qu'ils utilisent les outils comme WhatsApp, comme Pinterest, ou encore Instagram, voilà. Eh bien, à dire que l'auteur veut absolument s'adresser à des lecteurs suivant le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte moderne, mais aussi, bien sûr, vous soulignez que c'est aussi à cause de leurs différents métiers, ce qui n'est que normal. Oui, c'est-à-dire que dans le roman, j'ai voulu montrer des personnages de notre quotidien. Okay? C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas... on ne doit pas se dire que si on écrit ou qu'on lit un roman, les personnages doivent être absolument extraordinaires, ou qu'on doit se retrouver dans des lieux qui n'existent pas forcément. Voilà. Donc, on peut avoir un copywriter, on peut avoir un développeur qui sont à Douala, qui sont en train de travailler, d'effectuer une mission. Et cela, dans le cadre de leur travail, de leur enquête, on en fait donc un roman passionnant, on en fait un thriller.
Oui, ce qui n'est pas toujours habituel parce que justement dans certaines œuvres, on aura des lieux suffisamment imaginaires, des personnages pratiquement inventés de toutes pièces, mais dans ce livre, on retrouve beaucoup plus de réalité que ce que l'on croit, puisque cette réalité, elle est carrément moderne. Vous parlez de développeurs, vous parlez de copywriters, ça sont des choses qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des choses que, voilà, absolument. On se retrouve dans cette technologie-là. Voilà, c'est notre quotidien. Actuel. Ce sont des univers qui existent, c'est-à-dire que c'est très important. C'est pas comme si on était sorti de Douala pour aller les chercher. Non, les copywriters, c'est-à-dire des rédacteurs, des concepteurs-rédacteurs et des développeurs, on en croise tous les jours à Douala. Et dans toutes les villes du Cameroun, quoi. Oui, et je le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission qu'on réussit à passer par plusieurs artères du pays, car cette façon de faire la littérature, justement, elle n'est pas très prisée un peu de partout, c'est-à-dire dans la situation exacte sur le plan spatial, mais aussi dans la façon d'utiliser les mots. On a par exemple la ville des Deya, on a Yaoundé, on a Douala, on a Kribi, qui sont largement mis en exergue dans le livre. C'est-à-dire quand même que peut-être que vous aussi, vous êtes un grand voyageur. Oui, j'aime bien, j'aime bien les voyages, comme mes personnages. Mais alors, vos remarques sont pertinentes. Il est vraiment question de bien camper l'histoire dans l'espace, avec des lieux qu'on connaît. Donc, vous avez parlé des villes, voilà, Douala, Yaoundé, Déa, Kribi, etc. On a déjà parlé des personnages, ok? Donc, je voulais vraiment que le lecteur puisse se retrouver avec des personnes auxquelles il peut s'identifier, qu'il peut reconnaître facilement, mais aussi des lieux dans lesquels il peut se retrouver. C'est comme un supplément, une couche de vérité, entre guillemets, supplémentaire à l'histoire qu'il ou qu'elle est en train de lire. Et il faut rappeler que c'est un thème qui pourrait intéresser plus d'une personne, mais si le thème est exploité dans un monde un peu vieillot, peut-être que ça n'attirera pas forcément l'attention des jeunes aussi, l'attention des développeurs, l'attention des autres personnes et tous les protagonistes d'ailleurs qui se retrouvent ici, de par leur métier, de par leur occupation personnelle et tout ce qui va avec. Alors, quelle inspiration? Pourquoi le choix du thème de la spoliation des œuvres culturelles camerounaises et africaines? Parce que c'est un thème qui revient quand même un peu dans vos différents ouvrages. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà c'est vrai qu'on parle beaucoup du Cameroun, mais voilà, c'est cette thématique des objets de culte, des objets d'art, il y a plusieurs appellations. Oui. Voilà, ça concerne les peuples africains de façon générale, puisque cela est lié à une période malheureuse de notre histoire, la période pendant laquelle ce qui constituait l'essentiel de notre spiritualité, avec ces objets de culte, a tout simplement été déporté hors d'Afrique. Donc on estime aujourd'hui qu'entre 80 et 90% des objets de culte africains se retrouvent hors du continent. Donc il y a cette réalité qui moi m'intéressait, et plus le fait que effectivement le sujet était et est encore dans l'actualité. C'est comme cela que j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet en particulier. Oui, et écrire sur un sujet pareil, ça ne relève pas de la facilité. Il faut peut-être beaucoup de patience et surtout rappeler que ce livre n'a pas 195 pages, mais pratiquement 500 pages. C'est 500 pages de suspense, 500 pages de quête, d'enquête, de recherche, mais également de culture. Alors, il y a un passage qui... oui, peut-être avant que je ne l'ouvre. Oui, alors je voulais insister sur ce point que vous mentionnez, c'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas que le lecteur se dise que, ou la lectrice, voilà, je viens en lisant, c'est vraiment pour apprendre, c'est d'abord une histoire simple, voilà, donc c'est une enquête. Il y a du suspense, donc on ne va pas s'ennuyer, quoi. Okay? Moi, lorsque je suis en train de lire un roman, j'aimerais bien être distrait,
j'aimerais avoir quelques informations et réfléchir. Donc, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Oui, un peu de voyage dans et le puis roman. revenir à Voilà. l'essentiel. Oui. Donc, si le lecteur ou la lectrice peut apprendre une information, si ensuite elle peut s'arrêter quelque part pour réfléchir un peu, voilà. Donc, c'est un roman, c'est de l'entertainment, ok? Faut pas le perdre de vue. Et ensuite, effectivement, il y a aussi le reste. Et oui, il y a le reste, il y a le suspense à l'intérieur de ce livre où on va peut-être prendre ce passage et ensuite un joli résumé que vous nous ferez, parce que moi je ne saurais le résumer aussi bien que vous. Bon, j'ai déjà essayé en tout cas. Alors, c'est la page 361, voilà, lorsque Mola reçoit la veille le coup de fil de la standardiste du bureau d'études linguistiques pour un rendez-vous le mercredi dans la matinée. Il ne se pose pas beaucoup de questions. Le roi souhaite peut-être lui donner une information ou obtenir des détails sur un point précis. À 9h30, Mola se rend au carrefour école publique pour emprunter un taxi et une quinzaine de minutes plus tard, il est à la réception du bureau d'études linguistiques. On le conduit en salle de réunion. Là se trouve la fille du roi. Ça, c'est un passage qui, ma foi, nous emmène dans une partie particulière de l'histoire parce que ça semble être un petit début du dénouement ou alors, bon, c'est vrai que c'est pratiquement la fin, alors le dénouement, il n'est pas loin. Oui, on ne va pas spoiler, d'autant plus que c'est un thriller. Oui, en fait, c'est une rencontre décisive oui, entre Daniel Mola et la fille du roi. Et la fille du roi, Epossi Bogando. Donc, évidemment, Mola et Halima sont déjà bien avancés dans leur enquête et ils se posent des questions sur... Est-ce qu'il faut continuer Oui, ça, ils se poseront toujours la question jusqu'à la fin parce que voilà, ce n'est pas une mission qui est facile. Mais il y a aussi la question de savoir, lorsqu'on n'a pas encore la vérité, qui est la personne qu'on a en face de soi, quoi. Donc là, c'est la fille du roi. Mais la fille du roi, est-ce qu'elle joue franc jeu? Est-ce qu'elle est avec nous et tout? Donc oui, vous avez raison de dire que c'est un passage, c'est une rencontre décisive, majeure. C'est une rencontre décisive. C'est un passage qui, en un tout petit paragraphe, vous retrouvez à l'intérieur les sentiments de Mola, vous retrouvez à l'intérieur le suspense justement qui plane au-dessus de ce livre. C'est ce qu'il y a de particulier. D'autant plus que Mola sort... on va dire, est-ce qu'on va appeler ça une escapade? Bref, il y a un événement particulier qui a lieu avant ce coup de fil. Oui. Donc, c'est vrai que avant d'y aller, il y a de l'appréhension et tout. Voilà. De toutes les façons, on ne va pas rentrer en profondeur du livre parce que vous aimez garder le suspense et c'est ça le but d'un thriller, voilà. Justement. Il faut absolument que chacun d'entre nous puisse aller lire. Moi, je l'ai lu et puis c'était très intéressant de découvrir le dénouement justement à la fin. Il faut aussi rappeler que dans le livre, la confiance, le doute, les difficultés sont mis en avant ou alors en exergue en ce que c'est ça la vie sur la Terre, tout simplement. Donc, très grande lectrice, la présentatrice. Ah, ça, parce qu'elle l'a lu en une journée, je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est très impressionnant. 2 jours pour être plus précis. Voilà, donc on va dire aux téléspectateurs que eux aussi peuvent faire. Voilà, et surtout que la présentatrice sait de quoi elle parle. Oui, très important. Je sais de quoi je parle. Maintenant, pour sortir du livre, on va peut-être parler de Joseph Mbarga, qu'on sait publiciste et on se demande à quel moment le switch et comment switcher en fait de la publicité à l'écriture. Disons que de façon chronologique, il n'y a pas eu un switch de la publicité à l'écriture. J'allais plutôt dire que c'est l'écriture, c'est l'écriture qui a précédé
la publicité. Dans le sens où moi je n'ai pas un background en publicité. J'ai répondu un jour à une annonce, mais j'ai eu le courage de lui répondre parce que je voyais que ce qu'on demandait était créatif, que cela avait être à l'écriture, etc. Oui. Et donc, du coup, vous vous êtes dit, pourquoi pas. Voilà. Si Voilà. Et c'est donc de façon naturelle que, on va dire, que j'arrive dans la publicité, que je continue le travail créatif. Et pour moi, maintenant, écrire sur, on va dire, même si c'est en partie, l'expérience du travail en agence, donc le travail de copywriter, pour moi, ce n'est pas comme un basculement. C'est à peu près le même univers en termes de créativité. Voilà. Oui, en tout cas, la créa, ça, c'est un monde que vous connaissez très bien. Là, on va peut-être parler de vos autres ouvrages. Deux que j'ai ici physiquement. Il s'agit de La fin ne justifie pas les moyens et autres petites histoires avec fin. Alors, c'est la première de couverture qui m'intéresse la plupart du temps. C'est suffisamment africain, c'est culturel, ça donne envie juste de se dire « Ah, c'est sûr qu'il y a des histoires africaines à l'intérieur. » De quoi particulièrement parle ce livre? Ouais, ce sont des scènes de vie de chez nous, voilà, donc de la ville et du village. On retrouve un peu des personnages à un moment, on va dire, crucial, un moment important. Peut-être pas de leur vie, mais d'un événement, quoi. Mais ça peut être challengeant, ça peut être difficile pour eux, et donc on voit comment ils ou elles dont les personnages, comment ils se meuvent, quoi. Oui, oui, oui. Sachant que dans la nouvelle, on doit pouvoir laisser une petite émotion ou plusieurs petites émotions, mais sur une distance qui est beaucoup plus courte. Et oui, et puis peut-être que si avec la participation du côté technique, on aura la 4e de couverture également qui parle d'un tout petit résumé. Hein. C'est un député maire, c'est des histoires vraiment détachées, voilà, il faut le préciser. Un député maire pieds nus dans un taxi, un couple qui s'aime et qui se sépare en fonction de l'horoscope, un philosophe un peu trop amoureux de sa sagesse, ou alors un policier ripou, policier par sa douce, un sous-préfet dans le noir qui abuse de son pouvoir. En tout cas, Joseph Bargaï nous permet d'entrer dans les déboires, les joies et tout ce qui va avec, bien sûr, dans ces différentes histoires. Donc vous avez bien noté, il y a ce côté comique également. Oui. Voilà, donc j'aimerais bien que le lecteur, la lectrice passe un bon petit moment, rigole et peut-être s'interroge par rapport à la mésaventure qui arrive au personnage. Des moments insolites en tout cas et plein de rire. Et puis on parle d'un autre livre, c'est « Qui veut la peau des gorilles ?» C'est une interrogation assez particulière, c'est un recueil de nouvelles. Aussi, oui. Et « Qui veut la peau des gorilles ?» Oui, c'est la 2e nouvelle qui va permettre une rencontre plutôt particulière entre les gorilles d'une haute personnalité et les gorilles du village. Je ne sais pas si un face-à-face comme celui-là peut vous évoquer quelque chose. Voilà. Donc, on a d'un côté les gorilles d'une haute personnalité, puis on a les gorilles du village. Alors, qu'est-ce qui se passe ou que va-t-il se passer Peut-être une rencontre sans fin ou alors avec une fin suffisamment scabreuse, je ne sais pas, certainement. En tout cas, on invite nos chers lecteurs à s'abreuver auprès de ce livre. Il y a également Le vieil homme est ta mère que vous avez produit. Oui, malheureusement, et autres amertumes, oui. C'est aussi un recueil de nouvelles, tout à fait, où on revient également sur des scènes de vie. C'est beaucoup plus... Alors, c'est un mélange là, c'est à la fois réaliste, mais parfois aussi on bascule dans
Sur le côté très fictif. Oui, fantasmagorique, parce que vous savez, parfois la vie devient tellement difficile, tellement compliquée que on n'arrive plus à faire la différence entre notre vraie vie, ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas, quoi. Oui. Et à force parfois de rêver notre vie, on perd comment on va dire, le sens de la réalité. En tout cas, vos livres nous permettent de revenir toujours à la réalité parce qu'ils touchent des sujets particulièrement centrés vers notre culture, centrés vers notre vie, et même dans les autres ouvrages, ceux-là qu'on vient de visiter, hein, les recueils de nouvelles, même s'il n'y a pas suffisamment de modernité à l'intérieur, comme dans le roman, dans le thriller que vous venez de commettre en novembre 2021, plus notamment. Il y a quand même ce petit truc qui donne toujours envie de retourner à nos sources, mais surtout de se rattacher à la culture. Eh bien, si on continuait de parler de vous et on vous posait la question de quoi est composée votre bibliothèque, ça c'est une question traditionnelle qu'on a l'habitude de poser à nos auteurs sur ce plateau, et je me perds comme ça, ou alors je me permets de demander, est-ce que votre bibliothèque est composée peut-être de Mongo Betty, de Bernard Dadier, dirais-je François Mauriac, je continue. Il y a au moins une de mes propositions. Oui, plusieurs. Ce que ça montre d'abord, encore une fois. Oui. Et ça, c'est pour, encore une fois, dire aux téléspectateurs que c'est une émission de haute facture. Parce qu'il faut, pour apprécier, à un certain niveau, pour apprécier vraiment la littérature, il faut lire, beaucoup lire. Et plus on lit, c'est un peu comme, vous parlez tout à l'heure de modernité et tout. C'est un peu comme dans l'univers du web 2.0, là, c'est-à-dire avec des liens, quoi. C'est-à-dire on arrive sur une page, on lit, après on peut cliquer sur un lien, on va sur une autre page, un peu. Donc c'est un peu comme ça la littérature. On peut partir d'un livre, on va vers un autre, d'un auteur, on va vers un autre et tout et tout. Et oui, effectivement, donc parmi les livres que vous avez cités, les auteurs, il y a deux qui sont dans ma bibliothèque, François Mauriac, et puis Mongo Betty, voilà. Mais moi, donc mes goûts sont éclectiques, mais comme j'aime particulièrement donc, la fiction, la nouvelle et le roman, parmi les nouvellistes aussi, donc il y a Séverin Cécile Abega, il y a Pablo Mongo en local, et puis ailleurs il y a Raymond Carver, c'est un Américain, Isaac Bashevis Singer, c'est aussi un Polonais américain, Ernest Hemingway, bon, écrivain de nouvelles également. Donc voilà, et puis pour ce qui est de la fiction, donc il y a Ferdinand Oyono, qu'on oublie parfois, mais c'est un excellent Ferdinand écrivain. Guillaume Oyono-Mbia, Chronique d'Omvuteti, on revient un peu au genre nouvelle et tout. Mongo Betty, voilà. Et puis ailleurs, il y en a plein, hein, et puis voilà, parce que comme je dis, on continue à lire. Vous avez cité puis plusieurs. Ailleurs, il y a John Steinbeck. Il n'y a pas de femme là-dedans. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'écrivain. Parce que j'ai dit qu'il y a plein. Oui, il y en a plein il y a plein d'auteurs, des dames que je lis, quoi, qui sont dans ma bibliothèque. Alex Beyala, Djaïli, Amadou Amal. Ebeline Poudingolais. Dans ma bibliothèque, je l'ai lu, mais elle n'est pas dans ma bibliothèque, quoi. Voilà. Non, il y a plein d'auteurs. Oui. Et puis il y a toujours des gens qui arrivent. Il y a Montenon, j'ai fini il y a 2 jours le roman de Samy Tchak, Le continent du tout et du presque rien. Donc avec Samy Tchak, on était à l'événement à lire à Douala et tout. Enfin, très intéressant, c'est un peu le genre roman d'idées que j'aime et tout. Oui, donc je lis les hommes, mais je dois avouer que ma sensibilité est davantage quand même, je me retrouve davantage dans les œuvres d'auteurs qui sont des hommes, quoi. Votre lecture est misogyne? Surtout pas. Vous avez vu mon personnage, Alima. Alima. Voilà, c'est un personnage
majeur. D'ailleurs, certains trouvent que c'est le plus important Oui. de ce thriller, quoi. Donc, je pense qu'il faut avoir lu un certain nombre de grandes dames, comme Oui. Toni Morrison aussi, comme Maya Angelou, etc., pour voilà. Pour mieux juger, Non, pour mieux se retrouver alors. oui, 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 pour ajouter, comme je disais, des couches d'émotions, de savoir, voilà. Avant que de continuer cet entretien avec vous, moi j'aimerais vous servir de la littérature. Oui, ça reste la littérature africaine et surtout camerounaise, mais il s'agit là d'un recueil d'hommages pour une personnalité selon l'auteur. Il s'agit d'Henri Bandolo. Eh bien, l'auteur, c'est Prosper Roger Femba qui lui écrit et essaye de raconter son quotidien aux côtés justement du grand homme qui était Henri Bandolo. Alors, c'est beaucoup plus on aurait pu appeler le livre, selon lui, de la vie à la mort d'Henri Bandolo, mais le titre, c'est tout simplement Henri Bandolo, un destin suffisamment particulier. En tout cas, je vous invite à découvrir cela. Et juste après, on reviendra pour parler des difficultés de la littérature camerounaise avant que de se dire au revoir. Développement de la culture littéraire. Ce sont les objectifs de l'événement Lire à Douala. Alors, avant d'être un événement, comme je le dis toujours, Lire à Douala est une association composée de bénévoles amateurs fous de lecture qui essaient de promouvoir la littérature, la lecture et toutes les formes d'expression écrite. Notre cœur de cible, c'est les jeunes, mais après, nous nous adressons aussi à monsieur tout le monde. Le thème choisi à l'occasion, savoir et patrimoine, épouse la philosophie des organisateurs. Savoir et patrimoine, c'est le thème de cette 6e édition, parce qu'il faut savoir que nous sommes à 6 éditions de Lire à Douala, et nous avons choisi ce thème pour faire dialoguer les savoirs, toutes les sortes de savoirs, les savoirs endogènes comme les savoirs exogènes, les savoirs qui sont souvent marginalisés parce qu'on estime que c'est des savoirs qui, en quelque sorte, sont des savoirs qui ne sont pas cartésiens, qui ne sont pas prouvés par des éléments scientifiques ou des éléments, on va dire, pragmatiques. Pour meubler cette première journée, un talk avec l'écrivain Joseph Mbarga, auteur du livre Derrière le sourire du Basque. Au terme de cet échange, les spectateurs et amateurs ne se sont pas gardés d'exprimer leur satisfaction. Je dirais que c'était enrichissant parce que c'est rare de voir des auteurs en face d'abord, surtout des auteurs camerounais aussi. Déjà, monsieur Mbarga, je n'avais jamais entendu parler de lui. C'était intéressant de le découvrir et de comprendre qu'il avait déjà fait des nouvelles auparavant. Pour des amateurs d'histoire et des écrivains aussi, c'est aussi important d'échanger avec ceux qui sont déjà dans le milieu pour pouvoir s'enrichir aussi et pourquoi pas commencer aussi une carrière dans ce milieu-là. Pour l'écrivain, la présence du public à cet événement témoigne de l'intérêt qu'ils ont pour la chose culturelle, notamment la littérature. Oui, le public de Douala a répondu présent à l'invitation de Lire à Douala. Et moi, en tant qu'auteur invité de cette 6e édition, qui a pour thème Savoir et Patrimoine, je suis très, très heureux. Alors l'association Lire à Douala, il faudra peut-être pour creuser, discuter avec les organisateurs. Moi, je suis auteur, mais c'est un espace pour nous auteurs qui nous permet de rencontrer nos lecteurs, nos potentiels lecteurs, et d'échanger avec eux, ce qui est tout simplement très intéressant. Rendez-vous est pris pour mercredi 6 avril pour un talk avec l'écrivain et chanteur Big Bassi. Après cette jolie note justement qui revenait sur un homme de valeur, pourquoi ne pas parler des savoirs et patrimoine qu'on a célébré à la semaine de Lire à Douala, c'est bien ça, oui. Et vous faisiez donc partie du panel de ceux-là qui devraient, voilà, des auteurs invités, ceux qui devaient parler au public. Est-ce que vous avez senti un public assez réceptif ? Oui, le public a été réceptif et les échanges ont été mutuellement enrichissants. Et aussi les débats et les échanges avec les autres auteurs invités, Bassi, Modelon et Sami Tchak.
vraiment très intéressant et j'en profite pour dire merci à l'association Lire à Douala pour l'invitation et pour cet événement réussi. Un événement réussi, ça c'est clair. Et parmi les noms que vous avez cités, il y a l'un de nos invités de Bibliothèque d'Afrique, Moutlan, qui est déjà passé avant vous sur ce plateau. Nous avons été très enrichis, on imagine ce que ça a donné à Lire à Douala, où notre reporter Emma Mouto s'était d'ailleurs rendu. Peut-être on reviendra sur ces éléments. Mais là, la question que j'aimerais vous poser toujours par rapport à la littérature camerounaise, c'est vrai, la littérature camerounaise est bien partie, mais est-ce qu'elle peine encore à s'étendre suffisamment? Moi, je ne crois pas. Alors pour vous, elle est bien partie et puis c'est tout. Parce que si on ne regarde qu'un certain nombre de faits, les prix qui sont glanés à gauche et à droite par les auteurs et les autrices camerounais, ces derniers temps, c'est surtout les autrices, franchement... on pourrait dire que tout baigne pour ce qui est de la littérature. Mais bon, je sais que... Maintenant, les prix, c'est beaucoup plus à l'extérieur. Maintenant, au Cameroun, est-ce que la littérature camerounaise est consommée au Cameroun suffisamment? En tant qu'auteur, vous avez l'impression d'être suffisamment lu sur le territoire? Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que maintenant, il faut que tous les différents acteurs de la chaîne du livre au Cameroun, donc de l'industrie du livre, performent au mieux, que ce soit les auteurs, que ce soit les éditeurs, les diffuseurs, les libraires et finalement les lecteurs. Lorsqu'il y a un événement comme Lire à Douala ou la Semaine de la littérature africaine organisée par l'IFC récemment également, on voit que il y a le public qui vient, il y a des lecteurs. Okay? Donc, de ce point de vue, je dirais qu'il faut que nous, en tant qu'auteurs, on aille davantage vers le public, vers les lecteurs. Les éditeurs aussi, qui fassent plus de promotion, etc. Des émissions comme celle-ci, par exemple, sont très intéressantes parce qu'elles participent de la formation, par exemple, des lecteurs. Vous contribuez, n'est-ce pas, à leur donner de la culture, à leur proposer des livres et des auteurs, ce qui est très important. Oui. C'est comme ça que l'industrie, que toutes sortes d'industries, parce que le livre est un produit comme un autre. Donc c'est comme ça que les industries avancent. Oui, donc vous avez l'impression qu'en termes de communication, sur le livre, eh bien, c'est pas comme quand on vend des petites cuillères ou des gobelets. Donc, il faudrait peut-être une communication un peu plus inclusive pour pouvoir amener suffisamment de lecteurs à lire. Oui, il faut que tous les acteurs, donc toute la chaîne du livre, encore une fois, s'investissent pour que le lecteur puisse trouver facilement le livre dont il a besoin. Pour un auteur, donc, il ne suffit pas de faire un livre et puis d'aller s'asseoir. C'est pour ça que vous, par exemple, quand vous m'avez invité, je suis venu tout de suite. Je dis, ça, c'est une occasion de faire parler de mes livres. Donc, il faut que le livre soit disponible, il faut qu'il soit... Le coût est important, voilà. Si un livre coûte 15 000, 20 000, ce n'est pas la même chose que s'il coûte 2 000, etc. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... que tout cela fonctionne de façon optimale. Là, on est tous d'accord qu'il y a encore beaucoup de travail qui doit être fait par les différents acteurs, mais aussi clairement par ceux qui sont en charge dans notre pays, n'est-ce pas, de la promotion du livre, de la littérature et des idées. Alors, vous parliez tout à l'heure du coût. Pourquoi ne pas parler du coût de celui-ci? Alors, derrière le fruit du masque, coûte 9 500 francs en librairie et aussi à travers notre diffuseur. De toutes les façons, ça ne coûte pas trop cher de lire. Donc, pour ceux qui sont amoureux de la lecture, ce n'est jamais trop qu'un sacrifice. Voilà, donc ceux qui ont besoin des différents points de vente, il suffit, voilà, par exemple, de venir sur votre page Facebook, oui. Mon site web,
voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des points. Bien sûr, vous citez les points de vente pour que nos téléauditeurs d'accord, parce qu'on a donc notre diffuseur, c'est le Grand Vide-Grenier. Et puis il y a donc des points de vente, voilà, Carrefour, la FNAC, la librairie des peuples noirs, etc. D'accord. La librairie des peuples noirs du côté de Yaoundé, oui. Et puis le FNAC ici à Douala. FNAC Bali. Oui, FNAC Bali. On parlera peut-être aussi du Centre culturel français ou alors de l'Institut français. L'Institut français, c'est plus une bibliothèque. Voilà. Donc on peut y aller, on peut lire, mais on ne peut pas rentrer avec chez soi. On peut peut-être emprunter pour quelques jours, mais lorsque la date arrive, on commence à visiter. Voilà, c'est ça. Mais si tout le monde est grande lectrice et rapide, et il va comme débourser. vous, on peut faire ça, oui. Et c'est aussi ça qui m'a appris à vite lire, parce que quand on prend un livre, on doit rester dans les temps, il faut le remettre très vite, voilà. Allez, en tout cas, merci à vous, Monsieur Mbarga Joseph, d'avoir accepté d'être l'invité de Bibliothèque d'Afrique ce soir. Avec vous, on a beaucoup appris et on a retenu que vous êtes un auteur moderne qui sert la littérature africaine de façon moderne avec les contextes actuels, c'est-à-dire bien sûr avec les développeurs. C'est vrai que ce livre particulièrement, lui, il parle du personnage de développeur. Et puis, ça me rappelle que je voulais vous poser une question. Daniel Mola, est-ce que c'est pas un tout petit peu de vous? Non. Alors, est-ce que c'est pas un Est-ce que c'est un total non ou alors c'est un presque non? J'ai lu il y a quelque temps un auteur qui disait que dans ce qu'on écrit, même une business letter, donc même si vous écrivez un mail, il y a déjà un peu de vous, vous voyez. Donc Madame Bégoudé, même lorsque vous écrivez un mail, il y a déjà un peu de vous. Alors, si c'est le cas, à plus forte raison... pour l'auteur, il y aura toujours un peu de lui dans ses personnages. Oui, sinon j'aurais dit non, mais voilà, cette réflexion de cet auteur-là m'a fait réfléchir et j'ai dit, ok, il y a peut-être un peu de moi. Et il y a toujours des similitudes entre le personnage principal ou alors le chef bandit et l'auteur. Maintenant, on sait facilement... Le chef bandit aussi? Oui, le chef bandit, l'auteur peut avoir un petit penchant cynique et il le dépose dans le chef bandit de l'histoire. Et puis, le personnage principal peut être doux et puis très peureux ou timide. Et là, l'auteur se jette à Alors, comme il y a des aspirants écrivains qui regardent ce que vous dites est intéressant, ça veut dire que l'auteur prend les mauvais points, il les attribue. Il les dispatche chez les méchants et les bons, il les dispatche. Voilà, chez le personnage voilà, pour les apprentis écrivains, c'est important. Mais sachant quand même que pour faire un personnage, il faut que le personnage soit... Il faut qu'il ait des bons et des mauvais côtés parce que personne d'entre nous n'est parfait, quoi. Oui, en effet. Allez, ce fut un très beau moment avec vous. Vous qui êtes donc l'auteur de Qui veut la peau des gorilles, mais également La fin ne justifie pas les moyens et autres petites histoires avec fin, sans oublier Le vieil homme est ta mère et puis le tout dernier ouvrage actuel, eh bien, c'est Derrière le sourire du masque, sorti en novembre 2021, que vous pourrez retrouver dans les différents points de vente que nous avons cités tout à l'heure. On vous remercie, Monsieur Mbarga Joseph, d'avoir été notre invité. J'espère que vous qui nous avez reçus chez vous, vous avez été suffisamment touchés par le virus de la lecture. Merci, Madame Cassandra Bégoudé, pour votre invitation et merci à Bibliothèque d'Afrique et For You TV. Merci. Restez en compagnie de nos programmes et merci de nous avoir reçus chez vous. Bien sûr, de très belles choses vous attendent sur For You Télévision. Bonsoir.